de la vidéo pour certains qui l'utilisent peut-être déjà, de la gestion du stress et aussi de la gestion de l'erreur. Le dernier point, ça va être comment on se prépare, comment on se forme, et on fera après le petit jeu de questions-réponses que Philémon nous a donné. Alors, on va démarrer maintenant sur fonction et rôle. L'arbitre, il est impartial, il est neutre et il est défini dans le code, c'est dans la loi, dans un article précis, que notre rôle est défini, notre fonction plutôt, celui de départager, d'accompagner la pratique sportive et de l'encadrer. Si on vient un petit peu en arrière et qu'on s'interroge un tout petit peu à l'histoire, eh ben on va remonter à la Grèce antique, aux jeux antiques, en parlant des juges qui étaient vraiment les garants du succès de l'édition, de la réussite de ces jeux. Alors eux, leur rôle, en fait, c'était de sélectionner, de veiller aux règles et d'accompagner les athlètes. Et si on reprend l'histoire, et ça, je ne sais pas si quelqu'un ici pourra me le confirmer par écrit, si c'est toujours le cas, mais à l'époque, c'était les premiers à rentrer dans le stade olympique pendant le défilé. En fait, l'arbitre va avoir un rôle très important parce qu'il a un pouvoir qu'on appelle discrétionnaire. Il a le pouvoir d'agir, de s'abstenir, de sanctionner ou de décider avec une marge qui est plus ou moins différente face à l'interprétation qu'il va y avoir. Si maintenant on s'accorde à parler du rôle de l'arbitre, le rôle de l'arbitre à l'escrime, je vais résumer avec une phrase qui m'est venue en écoutant un article de Cécilia Berber, une des sabreuses de l'équipe de France, c'est de dire que l'escrime, c'est un sport de dialogue. Bah pour moi, les tireurs, ils échangent, ils dialoguent, l'arbitre, il résume. C'est avec la phrase d'arme qui va venir résumer. Son rôle, eh ben, ça va être d'être constant, d'être présent, de savoir tenir le match, donner les décisions qu'il faut et adapter le niveau d'exigence en fonction de la prestation qu'il va avoir à arbitrer. Ça, c'est pour avoir une vue un peu de ce qu'est l'arbitre. Maintenant, pourquoi on est devenu arbitre? Pourquoi certains d'entre vous se posent la question de devenir arbitre? Pourquoi certains le sont devenus? Et pourquoi il y en a d'autres qui continuent à presque l'âge de la retraite internationale de vouloir exceller dans ce domaine? Il y a trois motivations premières. Elles sont en nous. C'est le plaisir. On trouve du plaisir à arbitrer. Pourquoi? Parce qu'on est des passionnés d'escrime, tout simplement. La deuxième, c'est des compétences. Parce que mine de rien, en devenant arbitre, on développe des compétences, des savoir-être. Moi, à titre perso, honnêtement, je ne serais pas la personne que je suis aujourd'hui sans avoir croisé la route de l'escrime et encore plus celle de l'arbitrage. La troisième motivation qui est en nous, c'est l'autodétermination. C'est dire qu'on est capable de décider par soi-même. Gagner dans ce qu'on appelle le processus de décision. Après, c'est vrai que certains vont avoir des motivations un peu en plus, qui viennent un peu de l'extérieur. Je pense aux indemnités. On ne va pas se voiler la face. Quand j'ai commencé à arbitrer, 20, 25 euros, 40 euros d'argent de poche en arbitrant des compétitions au club, c'était très bien. Pour d'autres, ça va être le voyage. Quand j'ai l'occasion d'aller à Londres pour arbitrer des circuits européens ou d'autres, là je vois Christophe Limbardet qui a la chance d'aller dans des pays un peu plus lointains, c'est aussi de pouvoir découvrir de nouveaux pays. Après, il y a aussi la question du pouvoir. Alors celle-là, elle est un peu bizarre à traiter. Un arbitre a beaucoup de pouvoir, mais pour autant, il ne doit pas l'avoir en fer de lance. Ça doit être la première chose. Ce qu'il doit avoir, c'est celle de la promotion de notre sport, parce qu'on est les garants du respect des règles. Ça, c'est un peu les motivations. N'hésitez pas, à la fin, moi je suis assez curieux, je relirai toute la discussion, savoir qu'est-ce qui vous a amené à faire de l'escrime aussi, mais surtout de devenir arbitre, ou pourquoi vous voulez devenir arbitre, pour ceux qui ne le sont pas encore. Alors, ce que je vais évoquer là, en fait, je me suis beaucoup intéressé à la question de l'arbitrage ces derniers temps, que ce soit à l'escrime, mais aussi en discutant avec pas mal d'arbitres de foot au niveau national. J'ai eu la chance de discuter avec ceux qui sont en Ligue 1, de basket ou de hockey sur glace. Et je suis tombé sur une petite étude qui explique que les arbitres vont avoir quelques points très cruciaux dans leur préparation, en eux et dans celle des événements qui vont conduire. Il va y avoir la question de l'intégrité. En fait, ce qui est ultra bizarre pour un arbitre, c'est qu'il va y avoir une polarisation. On va être d'un côté ou d'un autre en prenant une décision. Si je donne attaque de droite, touche, point, c'est droite qui va être content, gauche ne le sera pas. Et pourtant, l'action, elle est au centre. Et pourquoi c'est compliqué? En fait, c'est parce qu'on a tendance, humain, à vouloir le bien de tout le monde. Alors, je pense que c'est un peu de manière globale, et en tout cas mon espérance par rapport aux personnes, mais c'est de se dire qu'on veut le bien de tout le monde. Et l'intégrité, c'est de donner une décision sur des faits, sur des règles. Et donc, du coup, accepter qu'il va y en avoir des contents et des pas contents.
Il y a un autre point qui est sorti de cette étude à destination des arbitres qui ont officié lors de l'Euro 2008 de foot. Bah, c'est la question de la confiance en soi. Très simplement, la confiance en soi pour un arbitre, c'est de se dire est-ce que je suis capable ou non d'affronter, d'arbitrer le match-là, la compétition-là. Et il va y avoir 3 cas de figure. Soit vous êtes en manque de confiance en vous, bah ouais, vous connaissez le règlement, mais dans votre tête, vous n'êtes pas encore ultra prêt. Vous vous sentez peut-être pas ultra prêt, parce qu'il y a une différence. La deuxième, c'est d'être en confiance. On connaît les règles, on sait qu'on est bien dans notre tête, bien dans notre corps pour aller arbitrer d'autres compétitions. Et après, il y a ceux qui sont en excès de confiance. Ça, il ne faut jamais y arriver. C'est là où en fait, on se repose sur notre confiance, on se repose sur nos acquis, on ne relit plus le règlement, on ne se remet plus en question, on ne va plus à la salle. Et ça, je pense que c'est des choses qui peuvent arriver à certaines personnes. Moi, en premier, c'est arrivé il y a 4-5 saisons où je n'allais plus m'entraîner. Je ne permettais plus le dialogue avec les entraîneurs, avec les athlètes. Je n'allais plus à la salle. Ça, c'est quelque chose qu'il faut corriger et rester le moins longtemps possible. Ça fait partie de votre apprentissage en tant qu'arbitre. Ça en fait partie, ne doutez pas, c'est qu'à un moment, vous allez arriver à cet excès de confiance et vous allez, on va dire, comme dégonfler le ballon en redescendant et en repartant de la base. Un autre point ultra important pour un arbitre, c'est la question du leadership. Le fait qu'il soit en capacité de créer une atmosphère, un contexte pour que les athlètes et les entraîneurs se motivent à la performance physique. Ce leadership, il vient par la communication qu'on dit non verbale, par la manière dont on se tient, la posture. Si je me tiens droit ou si je me tiens courbé, si mes gestes, quand je fais la gestuelle, ils sont amples, alors là, on ne les voit pas, mais s'ils sont amples ou si je les fais tout court. Ça peut être aussi mon regard. Est-ce que je regarde à l'horizon droit dans les yeux de mon interlocuteur ou est-ce que je baisse la tête? Est-ce que je parle avec un ton qui change? Est-ce que je vais vite monter dans les aigus? Signe de stress. Ces points-là du leadership vont être importants parce que vous allez donner un aura de confiance. Cette confiance, elle va être ultra importante pour que le match se passe dans les meilleures conditions possibles. Un autre point important, c'est celle de la communication, c'est en lien avec celui d'avant. Là, il n'y a pas à dire, il faut savoir peser ses mots, il faut savoir également communiquer en changeant l'intonation de sa voix, mais aussi par les gestes. Tout simplement, quand je vais sanctionner un tireur, mon geste va être droit, direct, celui du carton, alors que si je veux lui demander de parler, je vais me rapprocher très légèrement et faire un geste qui ne va pas avoir le bras tendu. Pourquoi? Parce que dans un cas, c'est assimilé au niveau de notre cerveau comme un geste de sanction. Le dernier point qui est très important, mais ça, vous en doutez pas, que l'on soit arbitre de fleuret, de sabre ou d'épée, c'est la concentration. La concentration, en fait, elle va être très importante pour ne pas louper une touche, qui soit dans les 4 mètres pour les fleurettistes et les sabreurs, ou alors une touche portée en dehors de la piste. Ça, c'est plutôt pour les épéistes. La concentration, c'est se focaliser à un instant T. Vous n'allez pas penser à la touche d'après, vous n'allez pas penser à l'erreur d'avant, c'est se concentrer sur l'action qui va se passer juste après le aller. Ces points-là, en fait, c'est des choses que vous pouvez travailler par vous-même dans la pratique de l'escrime, de l'arbitrage, mais en même temps dans la vie de tous les jours. Faire un petit point sur comment je me tiens. Là, depuis le départ, j'essaie de me tenir le plus droit possible. Je ne sais pas si ça se voit, mais de me tenir droit. Ça va être de mettre des silences, des pauses dans mes phrases. Ça va être de pouvoir communiquer, de changer ma manière de communiquer avec les gens, d'avoir des mots différents de l'un à l'autre. Ces points-là, ils vont être utilisés dans un environnement. Cet environnement, c'est une compétition, c'est un gymnase, c'est une salle d'escrime. En fait, notre exercice d'arbitre, il est plutôt complexe dans ce qu'on va se dire, c'est un environnement complexe où en fait l'incertitude, elle va être présente très souvent et où le rythme, il est assez essoufflant. Pour ceux qui ont l'occasion d'arbitrer des circuits nationaux, des championnats de France, vous commencez tôt, vous finissez tard et vous enchaînez les matchs. Alors, ce n'est pas une fatigue physique, comme les arbitres de foot, par exemple, où ils vont cavaler je ne sais pas combien de kilomètres pendant 90 minutes. Nous, ça va être dans le cerveau. Ça va être tout simplement une physique mentale. Pour garantir une prestation qui soit correcte, il faut garder en tête que vous allez devoir gérer un environnement, un espace, clin d'œil pour mettre le fort, des athlètes et des entraîneurs, mais aussi du stress et des erreurs.
Concernant l'espace. Alors, la piste d'escrime, là, on va parler des pistes, on va dire olympiques. Bah, il faut se dire, c'est 14 mètres de longueur, 2 mètres maximum en largeur, mais ça ne s'arrête pas là. Vous avez aussi le recul à gérer. Pourquoi? Parce qu'en fait, vous êtes garant de la sécurité et responsable de cette sécurité des athlètes, mais aussi des participants, donc les entraîneurs qui sont en fond de piste. Cet espace, il n'est pas cantonné à ça. Quand vous êtes arbitre, vous avez aussi besoin d'être un peu en recul, avoir une vision la plus large possible. C'est de se dire que si vous devez avoir un espace, que vous puissiez être capable de reculer. S'il y a le mur, on va s'arrêter, on va peut-être pas le casser, mais le maximum d'espace possible pour avoir la vision la plus large. Et cet espace-là, c'est à vous de le tenir. C'est à vous de le tenir. C'est pour ça que gentiment, un maître d'armes qui vient vous voir, un entraîneur ou un parent qui vient vous voir pendant une compétition, c'est de lui dire que là, c'est une aire de combat, que cette aire-là, entre guillemets, elle vous appartient. Il ne faut pas lui dire dans ce sens-là, hein. On verra après, mais il ne faut pas lui dire c'est mon espace. C'est dire maître, s'il vous plaît, en fond de piste. Vous pouvez lui répondre à une question, mais pas entamer un dialogue pendant le match. En fait, cet espace, vous allez être aussi amené à l'occuper. C'est comme un chanteur, un danseur sur une scène. S'il reste planté au milieu, ça colle pas, ça va pas. L'arbitre, il va devoir se déplacer. Il va peut-être des fois cavaler un petit peu, hein, faire 2 fois les 14 mètres avant de donner une décision, mais il doit occuper cette espèce-là, montrer sa présence par ses déplacements. Et sur cet espace, en fait, vous allez avoir des entraîneurs et des athlètes. Alors, notre rôle, en fait, on est des tierces personnes par rapport au combat. On n'a aucun intérêt que l'un ou l'autre gagne. On n'est pas concerné par le résultat. Et c'est là, en fait, où les athlètes et les entraîneurs vont avoir un niveau d'exigence élevé. Ils vont vous demander d'être bon, d'être très bon, d'être excellent. Il ne faut pas oublier une chose, que décider, ça revient à faire un choix entre différentes possibilités et que certaines de ces possibilités que vous allez choisir, elles ne vont pas satisfaire l'entraîneur ou l'athlète, tout simplement. Une fois que vous avez ça en tête, vous verrez, ça se passera déjà beaucoup mieux. Il s'agit en fait, à terme, de créer avec eux un climat de confiance et de dialogue. Ça va être les deux choses importantes avec les athlètes et les entraîneurs. L'idée, c'est que tout va commencer avec l'avant-match. L'arbitre, c'est un manager. Un manager dans une entreprise, on lui demande de donner un cadre, d'encadrer et de savoir recadrer. Et on va faire exactement la même chose là maintenant en décomposant en fonction du match, du moment du match, ces différents points. Avant le match, vous allez être pour la première fois en contact avec les athlètes, avec les escrimeurs, avec les entraîneurs. Et c'est là où, au final, la première impression, elle va se donner. Droit, l'attitude fière, vous êtes content d'arbitrer. N'hésitez pas à même discuter avec eux. Pour ceux qui arbitrent un peu plus à un niveau international ou national, moi, ce que je recommande, c'est d'être dans la communication préventive. Ça veut dire, les tireurs sont branchés, ils viennent de se saluer, vous réunissez les maîtres d'armes et les athlètes, et vous allez leur donner votre cadre, les informer, les prévenir sur les points où vous allez être intransigeant. Moi, celui que j'utilise beaucoup comme point, c'est les départs anticipés, ceux avant le aller. Tout simplement, les 4 parties prenantes du match sont au centre de la piste avec moi, c'est de leur dire « je vais appliquer de cette manière la règle pour les départs anticipés ». Dès la première faute, carton jaune. Si au cours du match, j'ai des hésitations sur le tempo et vos départs, je n'hésiterai pas à changer le rythme. Ça veut dire que je vais passer d'un en garde, prêt, aller, à un en garde, prêt, aller. Comme ça me permettra en fait simplement de voir s'ils sont bien en équilibre et qu'il n'y en ait pas un qui est en train de ronger un petit peu le temps. Ça, c'est sur l'avant-match. Donc du coup, bien penser à pouvoir dialoguer et donner le cadre à vos parties prenantes. Pendant le match, ce qui va être important par rapport aux entraîneurs, par rapport aux athlètes, c'est de dégager une sorte de force, d'énergie. Et ça passe par votre attitude, votre comportement, votre gestuelle. Ce qui est aussi important pour pouvoir créer ce climat que je vous évoquais avant, qui soit de confiance et de dialogue, c'est de pouvoir un peu ressentir les réactions des entraîneurs et des escrimeurs, tout simplement parce que ça va vous donner une indication sur le comment vous allez guider la rencontre. L'arbitre, c'est un peu comme un chef d'orchestre. Il va donner le tempo,
il va donner les stops, il va donner les allées. C'est lui qui doit donner une bonne direction du coup de la rencontre dans un esprit sportif et du respect, bien entendu, des règlements. C'est pour ça qu'il ne va pas s'enflammer à aller mettre du feu sur des situations déjà tendues. Savoir prendre du recul, très important. Après, il y a la pause. La pause, là, c'est un peu chacun son style. Il y a certains qui aiment discuter, déconner. Moi, personnellement, je préfère prendre un petit peu de recul, ne pas regarder ma piste à proprement parler, mais regarder plutôt celles qui sont derrière. Continuer en fait à regarder de l'escrime pour tout simplement garder mon cerveau actif. Après, une grande gorgée d'eau aussi, ça fait jamais mal, vu la quantité de paroles qu'on doit donner avec nos phrases d'armes et des fois les répétitions ou les échanges avec certains athlètes. En fin de match, la deuxième partie ou la troisième partie pour les fleurettistes et péistes, la fin de match, elle est cruciale. Pourquoi? Parce qu'en fait, instinctivement, si vous regardez un match de foot, si une erreur d'arbitrage se fait dans le temps additionnel, ça va vous marquer. C'est ce qui va rester en tête. Et c'est pour cela aussi que malheureusement, les arbitres, on a un peu une sale image. Une erreur en fait, qui est commise à une période de fin de match, elle a beaucoup plus de conséquences qu'une erreur que vous avez faite au début de la rencontre. Pourquoi? Parce que ça peut donner une victoire, si c'est à 14-14. Ça peut changer une dynamique. Ça peut perdre le tireur dans sa préparation des touches qu'il voulait faire, ou tout simplement psychologiquement. Il va se dire « Ah ouais, mais là, cette touche, elle était pour moi », et il va rester bloqué dessus. Ça, c'est à lui de savoir rebondir. À nous d'essayer de faire le minimum de fautes possible. Quand on arrive sur ces situations de 14-14, de 14-13, il faut se préparer dans nos têtes et visualiser la fin du match comme quoi tout va bien se passer. En fait, à ce moment-là, que ce soit les tireurs, les entraîneurs ou vous-même, la fatigue va faire qu'on est moins précis dans notre exécution, dans notre réflexion et dans notre lucidité. En ayant cette conscience, tout simplement, on peut se prévenir de certaines erreurs. Il ne faut pas attendre non plus la fin du match pour prendre ses responsabilités, c'est-à-dire que s'il y a une touche qui doit être départagée dans les 4 mètres, là c'est plutôt pour les sabreurs fleurettistes, il ne faut pas attendre 14-14 pour le faire. Justement, au contraire, il faut le faire bien d'entrée. Un arbitre qui, à la fin, va chercher la toute petite erreur qui ne permet pas à l'adversaire de bénéficier d'un temps d'escrime pour donner le point, là, il commet une erreur qui est importante. Le match se termine. Assurez-vous que le salut et la poignée de main soient faites avec les entraîneurs et sortez fiers. Vous avez réalisé une prestation. C'est comme un athlète quand il gagne un match, quand il gagne une compétition. Si le match s'est bien déroulé, sortez fiers. Vous devez être content de la prestation que vous avez faite. En fait, tous ces points-là, elles amènent un petit élément psychologique qui est la zone d'intégrité. Chacun, on a une zone où, avec les interactions qu'on va avoir avec différentes personnes, que ce soit dans le milieu de l'escrime ou non, ces personnes en fait, vont venir challenger, tester un petit peu jusqu'où elles peuvent aller avec nous. Cette zone-là, c'est le recadrer, savoir dire non, savoir dire stop, savoir dire mettre en fond de piste. Cette zone-là, en fait, permet de gagner un petit peu, alors pas forcément du respect, parce que le respect se gagne aussi autrement, mais de la légitimité sur la tenue d'un match. Et donc, du coup, si on doit synthétiser, posture, gestuelle, une aura, une prestation, on va dire, corporelle qui dégage une confiance, une assurance, mais aussi un capital sympathie et écoute pour échanger après les rencontres, après les matchs, et pas pendant, avec les entraîneurs et les athlètes. Alors, on va faire une micro-parenthèse pour ceux qui vont arbitrer des compétitions de jeunes où il y a des parents. Alors, il ne faut pas leur enlever une chose, c'est qu'ils veulent tous le meilleur pour leur enfant. Ça, on est d'accord, j'en ai pas encore, mais je pense que le jour où j'en ai, je veux le meilleur pour eux. Il faut savoir une chose, c'est que dans la tête d'un enfant, quand il voit ses parents en fond de piste, il y a 2 choses qui se passent dans sa tête. La première, c'est un support, de la motivation. Mais la seconde, c'est aussi une pression supplémentaire. Et la problématique qu'on va rencontrer dans les compétitions de jeunes, c'est les adultes qui vont augmenter l'importance de l'enjeu. Il faut absolument que tu gagnes. Ou alors ceux qui vont intervenir pendant le match ou après le match d'ailleurs, avec une communication qui soit agressive et corrective.
Si on reprend l'environnement, il y a un usage aussi maintenant qu'il faut garder en tête, mais on ne va pas trop l'aborder parce que je reconnais certaines têtes, je ne connais pas tout le monde, hein, je suis désolé, mais je pense qu'il n'y a pas énormément d'arbitres internationaux, nationaux. C'était l'utilisation de la vidéo qui n'est pas encore très très répandue dans nos compétitions en France, contrairement à d'autres pays. C'était bon, comment on l'utilise. Si vous êtes un arbitre vidéo, il ne faut pas rester derrière la vidéo, il faut être debout, regarder le match, un peu comme un quatrième arbitre de foot. Et aussi comment on intègre le fait qu'on change beaucoup de décisions des fois. Ça peut arriver malheureusement un quart de finale de championnat de France, je me suis retrouvé à changer 6 fois de décision de manière consécutive. Mais ce point-là, voilà, on ne l'abordera pas. Ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à mettre un petit message, je vous l'enverrai plutôt par mail pour gagner un peu de temps sur la suite. Je parle vite depuis avant, et ça, vous savez quoi, c'est un premier signe de stress. Et le stress, on va le synthétiser. Tout ce que je vais vous dire après va être tenu en 2 citations. La première, c'est gérer son stress, c'est accepter l'échec. Ça, c'est Arnaud Bernard qui nous dit ça. La deuxième citation ultra importante, c'est ne laissez pas les mauvaises pensées paralyser ton esprit, apprends-leur la danse. Ça, c'est un proverbe indien. Ouais, je vois les mouvements de tête d'Hugo Solaire. Ces 2 phrases-là vont être importantes pour ce qu'on va se dire maintenant. C'est que déjà, de une, il y a 2 formes de stress. Il y a celle qui fait peur et il y a celle qui motive. L'objectif, c'est toujours de transformer celle qui fait peur en celle qui va vous motiver, vous transcender. On va se dire aussi une chose très, très simple. La collection automne-hiver. C'est sur la Redoute. On va partir d'un postulat qui est très simple. Ce qui est à l'origine du stress, ce n'est pas la situation à proprement parler. Parce que la situation, vous allez être confronté plusieurs fois à la revoir, des touches dans les 4 mètres, des finales, des matchs par équipe avec un petit peu de tension. C'est surtout les pensées négatives que vous allez y attacher. Et c'est ça qui va être ultra important pour gérer son stress. C'est de se dire que ce n'est pas la situation, c'est les pensées autour de cette situation qui m'amènent à perdre mon confiance en moi, à parler beaucoup plus vite, à venir embêter les camarades pendant les temps de repos parce que j'ai besoin de me défouler. Un arbitre d'escrime, en fait, il doit bien connaître le règlement, mais il doit aussi être prêt dans sa tête à ces moments-là. Et pour ça, en fait, il faut le gérer, tout simplement. Il faut savoir le gérer, mais en identifiant la principale source de stress. Alors, dans les sources de stress, il va y avoir la peur de ne pas réussir, manquer une action, un mouvement, une faute, être mal positionné, ou alors pas contrôler le match. Il va y avoir aussi du coup la perte de contrôle, ça c'est ce que je viens de dire, mais aussi le regard des autres. Tout simplement un entraîneur qui vous regarde. Ah tiens, il y a l'entraîneur national, ou ah tiens, il y a le maître d'armes d'un autre club, ou ah tiens, il y a le responsable des arbitres qui va venir m'évaluer pour ma formation interdépartementale, régionale, nationale, internationale C, internationale B, et ainsi de suite. Et après, la dernière peur, en fait, c'est d'être imparfait, mais ça, on l'est tous. Et justement, cette incompétence réelle ou imaginée qu'on se projette, ça, on peut le travailler. Que ce soit les athlètes, les entraîneurs ou les clubs. Quand on dit à un jeune, ça va être… alors attendez, je reprends parce que là je viens de voir, je suis en train de lire un petit peu aussi les échanges dans le chat, mais je le ferai après. Les entraîneurs, les athlètes ou les clubs, quand on dit ouais, c'est un gros club, tiens, c'est un grand athlète, c'est un champion, ou tiens, ça c'est un entraîneur qui gueule beaucoup. En fait, ça c'est que des petits points de ce que je vous ai dit avant. Vous avez encore plus peur de faire l'erreur parce que c'est un grand entraîneur. Mais ne partez pas de principe de dire tiens, je vais arbitrer une championne olympique, j'ai trop peur d'elle. Non, c'est pas d'elle que vous avez peur, mais c'est de faire une erreur pendant un de ces matchs. Et ça, c'est différent. Et donc, du coup, si vous avez cette vision qui est légèrement différente, vous allez être moins stressé. Comment on identifie le stress ? Tout simplement, on parle vite. On respire rapidement, on a les mains moites. Moi, quand je prends l'avion et qu'il décolle, j'aime pas trop l'avion, je stresse, mes mains deviennent humides. C'est aussi pour certains beaucoup boire d'eau ou pour ceux qui fument, beaucoup fumer. Ça, c'est des signes d'un état de stress. Et alors maintenant, comment on le gère ?
Avant de préparer cette intervention, je discutais avec différents arbitres de différents types, hein, des internationaux, des formations nationaux, des jeunes en formation interdépartementale. Comment vous gérez votre stress? Alors, de manière classique, il y a la musique, il y a les jeux. On se met sur son application, on fait une petite partie de Clash Royale. Il y a aussi un repère, une personne avec qui on peut discuter, échanger, qui va nous rassurer, avec qui on va avoir des blagues, des sourires. Maintenant, on peut aussi avoir des exercices en amont, pendant la compétition. La première, moi j'en suis devenu un grand adepte, c'est la micro-sieste. Alors ça peut paraître complètement dingue, mais en fait la micro-sieste entre un tour de poule et le tableau, je remets à 100% toutes mes batteries, qu'elles soient d'un point de vue physique, mais d'un point de vue du cerveau. Le deuxième exercice, c'est la respiration. C'est le meilleur en fait pour pouvoir très rapidement abaisser la tension. Et alors, je vais le faire avec vous parce que là, vous voyez, depuis le départ, je parle vite et je le répète. C'est une grande inspiration et après, j'expire lentement. Et quand vous allez faire ça plusieurs fois, ça va vous calmer. Vous allez avoir un niveau de stress qui va venir baisser. Il va y aussi avoir un autre exercice, relaxer les muscles. Alors, c'est des petits massages qu'on peut se faire ou qu'on peut demander à faire. Moi, j'aime bien me masser légèrement les trapèzes. Ça va venir me détendre. Parce qu'en général, c'est là où le stress va venir se poser. Il y a aussi le fait de discuter dans sa tête. Ça peut paraître assez dingue, mais c'est de se dire je vais penser à quelque chose et je vais discuter entre moi et moi-même pour oublier en fait la situation stressante. Il y a une dernière méthode, elle est assez longue pour le coup, mais elle marche très bien. Le stress, il vient parce qu'on essaye de se projeter. On ne vit pas le moment présent. On est en train de se dire, je stresse parce que j'ai un examen demain, j'ai mon QCM départemental, j'ai mon premier circuit européen, j'ai mes premiers championnats de France. En fait, c'est de se dire qu'on va faire un décompte. Demain, j'ai cette compétition. Dans 12 heures, j'ai cette compétition. Maintenant, je m'imagine, on est 7 heures avant. Maintenant, je m'imagine, on est 6 heures avant, jusqu'à arriver à l'instant T. Et vous allez voir que si vous prenez le temps de faire cet exercice, votre cerveau, vous-même, vous allez vous reconcentrer sur le présent. Si c'est pour une tension qui se crée en point de vue d'un match tendu qui va arriver, dites-vous que tout va bien se passer. Que si on vous a demandé d'arbitrer ce match-là, c'est qu'on t'a choisi, c'est qu'on a confiance en toi. Donc, il faut juste que tu aies confiance en toi, en fait. Si on avait un doute sur le fait que tu puisses arbitrer une finale d'un championnat régional, d'un championnat de France, d'un circuit européen, d'une Coupe du Monde, c'est que tu en as les capacités, en fait. Déstressons. Si vous stressez pendant un match, concentrez-vous sur l'action. Toujours l'action qui va arriver et pas penser à l'action qui vient de se passer. Pensez aussi à ralentir, à sourire. Alors, pas bêtement, mais le fait de sourire, ça va vous apaiser. Vous pouvez aussi avoir des petites idées de tiens, cette situation elle est stressante, mais ça me fait penser à la fois où j'ai passé mon bac, à la fois où j'ai passé mon concours. Et vous allez trouver dedans des points communs qui vont vous calmer et vous dire en fait, j'ai déjà vécu cette scène. J'en suis pas mort. Je suis toujours là. Et je continue de vivre des scènes stressantes. Et ce qui nous amène en fait à se dire que dès que vous stressez un petit peu, que vous allez évoluer dans l'arbitrage, en fait, il faut apprécier l'expérience. Vous dire, je suis à ce niveau-là maintenant, ça va être dur peut-être, mais je vais apprendre, je vais évoluer, et ça va faire du bien à ma construction, à ma confiance en moi, et à mon développement en tant qu'arbitre. Et justement, en fait, le stress, il est souvent générateur d'erreurs. L'erreur, elle est humaine. On a fait, on fait, et on fera toujours des erreurs. Le but du jeu, c'est de les diminuer le plus possible. Et pour ça, en fait, je vais reprendre une phrase qui est pour moi un de mes credos dans ma vie, c'est de se dire que l'échec est seulement l'opportunité de recommencer quelque chose d'une façon plus intelligente. Typiquement, j'arbitre un quart de finale des championnats de France, j'avais 17 ans, des championnats de France seniors. C'était l'ancienne formule où il y avait des matchs aller et retour dans les deux clubs. Je viens de Strasbourg, je suis descendu à Tarbes pour arbitrer Tarbes avec 2 champions olympiques en l'occurrence dans leur équipe, contre Bourges, une équipe très bien fournie d'un point de vue de tireurs aussi.
J'ai même pas regardé si les athlètes étaient prêts. En garde prêt, allez. Tout le monde a rigolé. C'est une scène, en fait, où j'ai fait l'erreur, l'échec de ne pas regarder. Bah tiens, maintenant, c'est fini. Je vais toujours prendre un temps. Je vais attendre qu'ils soient bien prêts, les tireurs, avant de donner mes commandements. En fait, il faut se dire une chose, c'est que l'erreur, elle va vous permettre de vous améliorer. C'est qu'une phase temporaire dans l'apprentissage. Et il va y avoir différentes étapes dans ça. La première, c'est j'ai fait une erreur. Vous analysez cette erreur. Vous acceptez que vous ayez fait une erreur. La seconde, c'est de se dire bah, j'ai fait cette erreur, je l'ai acceptée. Maintenant, qu'est-ce que je dois faire? Comment je dois me former? Une fois que vous vous êtes formé, bah, il faut appliquer les choses avec une certaine discipline pour que ça devienne bah, en fait tout simplement une habitude. Et c'est comme ça que l'erreur, vous allez pouvoir vous dire bah, je vais en faire, j'en fais, mais à chaque fois, je vais apprendre de ces erreurs. Et l'idée, c'est que face à l'échec, il ne faut pas oublier que les solutions, elles sont en nous-mêmes ou devant nous. Être humble aussi face à l'erreur. Il peut arriver de faire des erreurs d'interprétation dans le règlement, de se dire, en fait, j'ai fait une erreur d'un point de vue règlement, je vais le relire. J'ai fait une erreur sur un point qui est très précis. Et sur le chemin retour de la compétition, me dire, c'est quel point dans le règlement, c'est quel article, ok, qu'est-ce qu'il dit, et l'apprendre. L'apprendre, le relire, le re-relire pour que ça soit assimilé. En fait, on peut tous se modifier par rapport aux erreurs qu'on va faire. Et l'idée, c'est de se dire que maintenant, il faut se préparer à tout ça. L'arbitre, et là pareil, c'est encore un clin d'œil au Maître Lefort, les parties d'Ultimate à 7h du matin au stage de Vichy, c'est de se dire que les arbitres sont considérés maintenant comme des athlètes. D'accord? Il faut qu'ils se préparent. Et pour se préparer, la meilleure des choses, c'est de commencer par se fixer des objectifs. Alors, des objectifs, tout le monde va en avoir des différents. Certains, ça va être dans le fait de devenir arbitre. D'autres, ça va être dans leur construction d'apprendre les choses dans l'arbitrage pour eux-mêmes. Je vais vous donner mon exemple à moi, hein, c'est peut-être pas le meilleur, mais je vous partage un peu ce que je connais mieux, donc à peu près moi-même. Mon objectif, c'est qu'un jour, je veux arbitrer les Jeux Olympiques. Ok, je veux arbitrer les Jeux Olympiques. Quels sont les grands cadres de tout ça? En fait, on peut arbitrer les Jeux Olympiques jusqu'à l'âge de 60 ans. Ok, il me reste 7 Olympiades. Ok, pour être arbitre olympique, il faut que je passe par différents diplômes, différents procédés. Et pour commencer à me projeter dans tout ça, je vais me poser des questions sur moi-même. Quelles sont mes grandes forces en tant qu'arbitre, mes faiblesses en tant qu'arbitre? Est-ce que je me prépare de manière sérieuse entre chaque compétition? Ça va être ces points où je vais m'interroger sur moi-même. Et ensuite, fixer, étape par étape, les différents objectifs. Je suis devenu arbitre international C au sabre. La saison prochaine, je prévois de passer le national au fleuret. Après, ça sera l'international C. Pourquoi? Parce que pour être arbitre au jeu, on demande, à l'heure actuelle, ça peut amener à changer, mais que les arbitres soient bi-armes, qui puissent arbitrer au fleuret, à l'épée au sabre, et ainsi de suite, mais avoir 2 armes. Et ces objectifs, je vais les inscrire dans un plan, et je vais le poser sur papier. Et ça, c'est important, parce qu'en fait, quand vous allez poser sur papier vos objectifs, vous allez avoir un niveau d'engagement très important. Beaucoup plus important que si juste je dis tiens, je vais passer l'international C, je vais être arbitre aux Jeux Olympiques. Une fois que c'est sur papier, vous avez fait votre programme, je dois apprendre le règlement, je dois travailler ma gestuelle, je dois ci, je dois ça. Ce qui est ultra important, c'est de se dire qu'il faut avoir des retours d'expérience par vos entraîneurs, par les autres arbitres, par les responsables de l'arbitrage, pour que vous puissiez progresser. Et en fait, cet échange-là, ça va être le meilleur moyen pour se développer, mais aussi, et ça c'est un peu ma vision, on va dire, ce que j'aimerais qu'il se passe davantage d'un point de vue du sabre, mon arme de prédilection, c'est qu'il y ait vraiment un corps d'arbitre, qu'on puisse compter les uns sur les autres, qu'on puisse échanger de tout, qu'on puisse se retrouver la veille des compétitions pour échanger de tout ça. C'est être capable, en fait, avec ces retours, d'une honnêteté de la situation, de savoir dire j'ai pas été bon, tout simplement. J'ai des points à améliorer sur tel ou tel sujet. Je vais pas citer de nom, mais tiens, toi, tu devrais travailler davantage ce point-là, la gestuelle, parce qu'en fait, tu dégages une nonchalance, un je m'en foutisme, alors moi je sais, parce que je discute beaucoup avec toi, que tu prends ça très sérieusement.
Et en fait, pour faire des échanges, faut apprendre à communiquer. Communiquer, certains vont avoir ce talent-là de base, d'autres vont devoir le travailler. Euh, c'est comment communiquer, comment parler, mais comment je communique par mon esprit, par mon corps, pour les autres. C'est de se dire, tiens, ma gestuelle, au final, hein, je vais peut-être reculer un peu, mais est-ce que je la fais bien ample, ancrée, droite, ou est-ce que je fais un petit mouvement comme ça? Ces petits points-là, en fait, c'est le premier jugement que les personnes vont pouvoir voir du fin fond des tribunes. En fait, les petits sabreurs que je forme en Ile-de-France, je leur dis c'est simple. Il faut que vous soyez de l'opposé du gymnase et que la grand-mère de l'autre côté, je crois que c'est une phrase encore du Maître Lefort, ça, que la grand-mère de l'autre côté du gymnase puisse comprendre qui a le point. Bon, il faut qu'elle connaisse un peu l'escrime, mais que en fait, ça soit visible au loin, qu'un entraîneur qui suit deux tireurs en même temps puisse rapidement avoir quelques indications par rapport au match. Il faut engranger de l'expérience pour se préparer, pour se développer. Alors, c'est à la salle. Faut pas arrêter d'aller à la salle. C'était une erreur que j'ai faite pendant longtemps. Faut y aller. Et il faut aussi voir des vidéos. Mais la vidéo ne va pas remplacer l'expérience et le ressenti en direct. Je discutais avec un arbitre de foot, du coup, qui arbitre en national, qui gère 350 arbitres sur une région, et qui me dit qu'en fait, Timothée, tu devrais t'entraîner à arbitrer, mais dans une situation presque identique à celle d'une compétition. Je vois, mais c'est simple, une compétition, c'est je commence tôt, je finis tard, je fais comment? En fait, la réponse, elle est simple, c'est que maintenant, ça date d'il y a 15 jours, j'ai un vélo elliptique, donc avec le confinement, c'est parfait, un vélo de cyclisme, pardon, d'intérieur, je pédale et au bout d'une heure de vélo, je me lance une vidéo. Une vidéo, ça peut être soit des comptes Instagram, Facebook, je pense pour les sabreurs, Sabre Referees, ou alors les chaînes YouTube de la FIE, de la FFE. Et en fait, dans un état de fatigue, je vais devoir prendre des décisions. Et c'est ce qu'on va en fait avoir à faire en compétition. Quand on va arriver vers les quarts de finale, en fait, vous êtes fatigué de la journée, tout simplement. Et en fait, si on est fatigué dans ces moments-là, c'est parce qu'on va demander à notre esprit de se concentrer. Et alors là, il y a différents exercices. Ces exercices, ils sont d'une durée un peu différente. Pour ceux qui sont adeptes de musique, vous mettez vos écouteurs, vous prenez une musique que vous ne connaissez pas, ou que vous adorez d'ailleurs, et vous essayez de décomposer son par son les différents instruments. Et essayez de ne pas arrêter tant que vous n'avez pas trouvé. Alors pour ceux qui ne sont pas très musique comme moi, instruments de musique, c'est un peu compliqué. Il y a un autre exercice alors que j'utilise plus, c'est l'exercice du mur blanc. En fait, vous allez vous asseoir droit, c'est presque la méditation au final. Vous allez vous asseoir droit et vous allez vous projeter avec un mur blanc que vous allez peindre. Et une fois que vous l'avez peint, vous allez écrire au pinceau 100. Une fois que vous avez écrit 100, vous allez repeindre en blanc et vous allez mettre 99. Et vous allez faire ça jusqu'à 0. Et vous allez recommencer cet exercice. Alors, vous n'allez pas arriver du premier coup à 0, mais c'est d'arriver de 50 à 25 à 0 pour garder un esprit concentré. Maintenant, il y a aussi se préparer pour une compétition. Tout ça, ça se prépare à l'avance. Une compétition, on n'y va pas, on la prépare pas pour se déplacer la veille au soir, surtout quand on doit aller loin, notamment. On a pris ses billets de train ou ses billets d'avion, on a préparé le déplacement avec le club à l'avance. On a une petite checklist de ce qu'on va emmener en compétition. Par exemple, quand moi je prépare mon sac, je mime en fait les différents éléments du corps que je dois emmener. Costume, ok. Cravate, c'est bon. Chemise, c'est bon. Caleçon, c'est bon. Pantalon, c'est bon. Chemise, chaussettes, pardon, c'est bon. Et je vais même aller plus loin, c'est qu'un arbitre, il doit venir avec ses cartons, son stylo, poids et alors jauge de course. Je ne connaissais pas cette expression. C'est la pige, je crois. Non, le truc qu'on met pour le ressort à l'épée. Voilà, tout ça, c'est un arbitre, il doit le préparer, tout simplement. En conclusion, et après on va basculer sur les questions-réponses, j'espère que finalement tu as regardé un peu les questions, histoire qu'on puisse fluidifier le truc. Un arbitre, c'est des droits par rapport à sa formation, mais c'est aussi des devoirs. Il va être amené à arbitrer des gens qui s'investissent énormément, qui vont de 2 entraînements par semaine à 2 entraînements par jour, quand on arrive sur des grandes compétitions en France ou à l'étranger, et qu'il faut savoir, juste par respect, avoir un engagement qui soit à peu près similaire, pas en temps, mais dans notre tête et dans notre esprit sur ce qu'on veut faire. C'est de se préparer et d'user en fait de notre esprit, de notre psychologie, pour essayer de vivre
pour nous la meilleure expérience, mais aussi d'avoir la meilleure performance en tant qu'arbitre. Et au final, c'est de se dire que c'est amené à évoluer et qu'on a commencé comme Piu-Piu, jeune arbitre avec un blason vert, et qu'on veut arriver à un autre niveau. Et tout ça, ça passe par de l'entraînement comme un athlète. Ok. Donc voilà, moi, je sais pas si vous avez des questions. Je vais regarder rapidement la souris. Les échanges. Alors, tac. Ouais, désolé pour le contre-jour du coup, mais c'est mieux ça que dans le noir. Alors ouais, alors je cite les noms, hein, je pense qu'il n'y a pas de problème. Marion qui demande, est-ce qu'un arbitre, ce n'est pas aussi rendre un peu à son club en donnant du temps pour ça? Carrément. Carrément, parce qu'au final, un club, pour une compétition, doit présenter un arbitre pour 4 tireurs au niveau national. Dans la Ligue d'escrime d'Alsace, maintenant devenue Grand Est, c'était échelonné. Ça veut dire que si on avait 4 tireurs, c'était un arbitre, 8 tireurs, 2 arbitres. Donc il y a une part de ça, ouais, carrément. Tac, tac, tac. Alors, Merlin, si tu as envie de devenir arbitre, fonce, fais-le. Parce que tu vas gagner confiance en toi en arbitrant à la salle, fais-le. L'arbitrage permet de mieux comprendre et d'appréhender son sport, mais il aide par la démarche citoyenne, tout à fait, d'apporter un jugement équitable et basé sur des éléments et règles communes. Je dirais pas mieux à mettre le fort. Est-ce qu'un arbitre, ce n'est pas... Ah, ça, je l'ai déjà répondu. J'ai commencé la compétition en vétéran. Ouais, avec l'auto-arbitrage. Il faut pouvoir être en capacité. Carrément. Alors, c'est ultra intéressant que Marion t'évoque le côté de l'auto-arbitrage, parce que ça se fait normalement à la salle. Aussi sur les compétitions vétérans, certaines, on essaye quand même d'être présent sur toutes les compétitions vétérans. Mais ça se travaille à la salle, hein. En fait, le fait d'arbitrer à l'entraînement, ça vous permet aussi de mieux comprendre l'escrime et de vous développer en tant que tireur. Arbitrer, c'est également participer à la performance, tout à fait, doit être perçu comme un véritable athlète soumis aux mêmes exigences et contraintes. Alors, il y a quelqu'un qui a écrit, moi je ne suis pas encore arbitre, mais je voudrais bien l'être, même si je manque d'expérience. Alors, il y a un philosophe qui s'appelle Confucius qui dit que en fait, l'homme est une pierre qui ne se polit que par les épreuves. Et donc, fais-toi ton expérience. Alors, Marion, elle est aussi juge dans un autre sport. C'est dans quel autre sport, Marion? Ouais, il y a trop de messages, donc je vais arrêter de trop remonter. Je vais redescendre aux dernières questions, au dernier moment. Alors oui, arbitrer. Alors Maël fait un bon point, c'est de dire que on arbitre des fois pendant 2 jours. Donc la question du sommeil est importante. Pas arriver déjà lessivé de la semaine de travail ou d'études, mais aussi de dormir le samedi tranquillement et pas forcément faire la Java. Ça peut être intéressant pour être performant le lendemain. Euh, Alors, les vraies pauses, c'est du coup compliqué hein, quand il y a 300 tireurs sur un circuit national épais. Compliqué de faire plus qu'une nuit de pause. Alors, le matériel pédagogique. Alors, c'est une excellente question. La petite surprise, en fait, que je voulais vous proposer ce soir, j'ai pas réussi à la terminer. En fait, je profite du confinement pour travailler sur un outil de formation pour les arbitres qui soit digital. Ça veut dire que vous passez sur un site internet, vous vous inscrivez dessus, vous avez des QCM pour vous préparer aux différents examens, aussi avec des exercices, mais des documents. Ces documents, c'est ceux pour poser ses objectifs et les différentes stratégies et leviers que vous allez devoir utiliser. Donc, par matériel pédagogique, là, Maël, j'ai envie de dire, il y a toi et toi-même, déjà, en arbitrant. Il y a le fameux règlement, la réglementation de l'arbitrage d'un point de vue FFE. C'est surtout ça. Après, tu peux avoir les chaînes YouTube, si tu ne peux pas te déplacer tout le temps à la salle, pour regarder des matchs d'escrime. Qu'est-ce qu'un bon arbitre? Bonne question. Déjà, il faut connaître son règlement. Il faut être droit, ne pas avoir peur de prendre une décision, de savoir échanger et communiquer.
et de savoir répartir cette communication, c'est-à-dire, en fait, tout simplement, pendant le match, je répète la phrase d'arme, mais je ne vais pas rentrer dans un grand débat de fond. Un bon arbitre va être en capacité d'échanger à froid avec l'entraîneur, avec l'athlète sur la touche qu'il y a eu. Donc, à éviter quand même, direct après le salut, tiens, je ne t'ai pas donné le point parce que. Alors, quel est le parcours pour devenir un arbitre quand on débute l'escrime en vétéran? Eh bien, alors, papa d'escrimeur qui est en vétéran, ça passe par venir à la salle. Du coup, si vous faites de l'escrime, déjà d'arbitrer les séances, hein. Quand vous êtes un nombre impair à l'entraînement, hop, à un moment, vous vous mettez de côté, vous arbitrez. Quand vous allez chercher votre enfant, que ce soit votre fille, votre garçon, c'est de venir 15 minutes avant. Il y a peut-être une séance d'assaut. Ça peut être une astuce. Alors ouais, il y a des structures, les formations ne vont pas se faire du même niveau tout le temps, hein. Ça veut dire que les formations interdépartementales et régionales sont faites par l'UTO, par les comités et les ligues. La nationale par la Fédé. L'international, il n'y a pas trop de formation de proprement parler, c'est une évaluation sur des épreuves européennes. Et après, pour l'international FIE, c'est la FIE. Oui, tout à fait, Maël. Beaucoup de textes. Après, c'est un règlement, c'est des articles, c'est du droit, il faut les lire. La vidéo va te permettre de peut-être assimiler plus rapidement, mais une lecture, elle sera obligatoire. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Il est 52. S'il y en a qui veulent prendre le micro, qui veulent écrire encore quelque chose. Alors, question assez spécifique au fleuret. Quel est notre impact sur l'évolution de l'arbitrage? On est beaucoup à trouver que le fleuret a énormément changé dans sa manière d'être. Ok, ouais. C'est une excellente question, Benoît. Cette question, je l'ai posée à quelques arbitres. Et c'est valable au fleuret comme à l'épée et comme au sabre dans les décisions. Alors, je ne sais pas si tu as des exemples précis. Je pense notamment, moi, qui viens du sabre, les attaques qui viennent avec la lame derrière, pour moi, c'est une attaque non correcte. C'est pas une attaque. Est-ce que l'arbitre, c'est celui qui doit décider du changement dans l'évolution de l'arbitrage ou est-ce que c'est un discours global? Je pense que c'est plutôt un discours global qui se fait davantage au niveau de la FIE et qui redescend ensuite dans les catégories seniors, M20, M17 sur les compétitions fédérales. Alors, on a trouvé que le fleuret. Donc, du coup, oui, c'est en perpétuelle évolution, hein. L'arbitrage, la ligne de mise en garde, un coup c'était 3 mètres, un coup c'était 4 mètres. Voilà, ça change. Ouais, typiquement, les attaques sur la préparation, ouais, c'est carrément ça, du coup, Benoît, c'est ce qui évolue assez souvent, que ce soit au fleuret ou au sabre. C'est comme l'attaque sur la préparation, par exemple, elle se donne plus du tout en dehors que dans les 4 mètres au sabre. Alors qu'elle peut être tout à fait légitime sur le côté droit ou sur le côté gauche de la piste. Je ne sais pas si j'ai loupé des questions, n'hésitez pas à les remettre. Que penses-tu de la flèche au sabre qui est en test actuellement? Moi, je suis un peu conservateur sur certains aspects. Genre, on a notre flèche du sabreur, je la trouve très bien. On n'a pas le droit à la passe avant. Nous, c'est plutôt un bon, si on reprend la terminologie des autres armes. Donc, le bon, oui. Une flèche améliorée ou dégradée, selon le point de vue, non, pas trop chaud. Hugo Solaire qui pose la question, pourquoi ne pas proposer de stages nationaux comme avec les athlètes, mais avec les arbitres, pour mettre un vrai suivi? Alors, c'est quelque chose qui est essayé, en tout cas pour le sabre, je ne sais pas trop pour les autres armes, qui a essayé d'être mis en place. Ça devait tomber là, courant en février. C'est compliqué, je trouve, d'un point de vue organisation, parce que les athlètes, tu ne vas pas leur demander forcément d'être à la salle. Donc là, c'est au cadre de l'INSEP avec l'équipe de France, mais de venir le samedi, dimanche. Donc le vendredi en fin de journée, on n'a pas tous les mêmes horaires. C'est vrai qu'il y avait ça aussi à la Coupe du Monde d'Orléans pour le savoir. Un recyclage est-il prévu tous les 2-3 ans par la Fédé? Oui, Maël, quand il y a une période d'inactivité.
C'est-à-dire que si tu n'arbitres plus ou plus assez pendant X temps, on te demandera pas forcément de repasser d'ailleurs QCM, je crois, mais de reparticiper à la formation pratique dans ta ligue. Tim, Ouais. juste pour en revenir sur Hugo, proposer stages nationaux, ça fait longtemps que c'est proposé, mais la seule réponse, c'est pas d'argent. Bon, voilà, on a un élément de réponse. Il est plus facile de réunir les athlètes que les arbitres. Ouais, tout à fait. Dispo. Je peux me permettre d'intervenir, Tim? Carrément. Ouais, juste pour info, pour les sabreurs, n'hésitez pas à vous rapprocher des entraîneurs nationaux. J'ai eu l'occasion, juste avant le confinement, de pouvoir aller arbitrer les filles au sabre d'âme. On avait été conviés par Jean-Philippe Dorel et toute son équipe. Donc, quand il y a la possibilité, après, je sais que pour certains, c'est pas toujours facile, mais quand vous avez ces possibilités-là, il ne faut pas hésiter à y aller. Donc, rapprochez-vous de ces gens-là. C'est aussi un support qui peut vous aider. Et pour les CTS éventuellement présents, ou alors du coup je vais utiliser le maître Lefort comme relais peut-être pour les autres, c'est sur les stages de préparation, notamment sur Horizon 2024 maintenant, 2028, je ne sais plus à quelle année on en est, de pourquoi pas essayer de faire en sorte que les ligues couplent ça avec une journée pour les arbitres. Ouais, Patrick, enlève ton micro, puis tu peux parler. Hein. C'est ça, mais Vichy, du coup, c'est le dernier. C'est vraiment à l'été où il y a une réunion de certains arbitres pas au courant dans les ligues pour déjà avoir un cheminement. Ouais, en fait, bonjour à tous, Patrick Lefort. En fait, il existe sur les régions une détection qui permet d'alimenter la filière H2028 et comme Tim a pu déjà le préciser, on a effectivement toute une filière de détection qui a été mise en place par la CNA. La difficulté, bien évidemment, c'est la disponibilité des jeunes parce qu'il est plus simple pour un maître d'armes de former un escrimeur en vue d'une médaille de bronze au championnat de France M9 plutôt que d'impliquer réellement une démarche d'arbitre ou d'arbitrage sur du long terme, alors que l'arbitre fait partie du jeu. Un arbitre, c'est essentiel pour la compétition et que si on loupe cette étape-là, on fera certes des compétiteurs, mais de mauvais compétiteurs et pas des compétiteurs performants. Pour performer, on a besoin des arbitres. Et donc cette filière-là, les CTR, mais c'est surtout les clubs qui forment leurs arbitres et qui les mettent après à disposition. Et on arrive à mettre en place cette filière de détection. Ouais, à toi, Tim. Moi, tout est clair, hein, j'ai très bien compris. Ce que je vous propose, parce qu'il est 58, qu'il y ait une dernière question éventuellement. Je suis en train de copier-coller tout l'échange du Zoom pour pouvoir y répondre et fournir un beau document après. S'il n'y a pas d'autres questions, bravo à tous et portez-vous bien. Portez-vous bien. Ouais. Donc, du coup, merci à tous pour votre participation. J'espère que ça vous a été utile. Il me semble que Philémon, s'il m'entend, il doit peut-être le confirmer, mais qu'il envoie un petit questionnaire pour savoir ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à me dire ce qui était bien, pas bien dedans. Je ne sais pas comment il est structuré son questionnaire pour que je puisse m'améliorer sur le sujet et éventuellement toquer à la porte. Alors, je ne sais pas si c'est toujours Patrick Lefort qui gère Vichy, mais venir faire un petit coucou ou travailler avec la Fédé sur le sujet. Donc, merci beaucoup à tout le monde. Prenez soin de vous, restez chez vous, on va rester dans le thème et on va voir d'ici quelques minutes combien de temps encore.